Dans les couloirs animés du lycée Saint-Éloi, à Bordeaux, Amélie Dubois avançait en fauteuil roulant, ses roues en caoutchouc crissant doucement sur le linoléum poli, attirant les regards curieux, parfois hostiles, des élèves qui se pressaient entre les cours. Nouvelle dans cet établissement prestigieux, connu pour ses vitrines remplies de trophées sportifs et son architecture élégante, Amélie, une adolescente noire de 17 ans, portait sur ses épaules le poids d'un accident de voiture qui avait bouleversé sa vie 6 mois plus tôt. Une lésion de la colonne vertébrale l'avait clouée à ce fauteuil, un compagnon imposé qu'elle apprenait encore à accepter. Elle s'attendait à des chuchotements, à des regards insistants dans un lycée majoritairement blanc, où les élèves semblaient issus de familles aisées, mais elle n'avait pas anticipé la cruauté calculée qui allait bientôt s'abattre sur elle. Julien Marchand, capitaine charismatique de l'équipe de rugby, accompagné de ses acolytes Théo Lemoine et Cédric Garnier, voyait en Amélie une cible parfaite, une proie vulnérable à humilier sans conséquence. Ce qu'ils ignoraient, c'était qu'avant son accident, Amélie était une prodige des arts martiaux, formée par son père, Marc Dubois, un ancien instructeur militaire d'une discipline inflexible. Une tempête se préparait dans l'ombre, et les harceleurs allaient bientôt découvrir qu'ils avaient sous-estimé la force cachée de leurs victimes. Amélie naviguait dans les couloirs, son sac à dos posé sur ses genoux, évitant les groupes d'élèves qui semblaient à peine remarquer sa présence. Les murs de Saint-Éloi, ornés de médailles et de photos des équipes sportives, respiraient une fierté élitiste qui la mettait mal à l'aise. 6 mois plus tôt, elle aurait traversé ces mêmes couloirs à grandes enjambées, probablement en retard pour son premier cours, comme tant d'autres adolescents. Mais aujourd'hui, chaque déplacement demandait une planification minutieuse, éviter les escaliers, repérer les rampes d'accès, anticiper les bousculades. L'accident revenait par flash dans son esprit, sans prévenir. Le crissement des pneus, le choc sourd, puis le néant, jusqu'à ce qu'elle se réveille à l'hôpital, entourée des visages inquiets de ses parents. Les médecins, avec des mots prudents, lui avaient expliqué sa lésion, un verdict clinique qui rendait la réalité à la fois plus tangible et insupportable. « Excusez-moi », murmura-t-elle en passant près d'un groupe d'élèves absorbés par leur téléphone, qui s'écartèrent à peine, jetant des regards furtifs. Ces regards, elle les connaissait bien, mais ici, ils étaient indifférents, moins curieux, plus scrutateurs, comme si sa présence dérangeait l'ordre établi. Arrivée à son casier, elle rangeait ses livres de chimie et de littérature quand une voix moqueuse s'éleva derrière elle. « C'est que la nouvelle ? Celle en fauteuil ?» Amélie se raidit, reconnaissant immédiatement le ton. Elle pivota légèrement pour apercevoir Julien Marchand, grand, brun, avec une assurance arrogante qui semblait innée. Son blouson aux couleurs du lycée, orné du logo de l'équipe de rugby, proclamait son statut. À ses côtés, Théo, plus petit mais tout aussi provocateur, et Cédric, dont le sourire nerveux trahissait une hésitation. « Tu crois qu'elle est née comme ça ?» continua Julien, assez fort pour qu'elle l'entende. « Sûrement un accident, non ? J'ai entendu dire que son père est ce juste vigile maintenant, un genre de gardien de parking. » Les mots, prononcés avec une fausse nonchalance, étaient comme des lames fines, conçues pour blesser sans laisser de traces visibles. Amélie serra les dents, continuant à ranger ses affaires, feignant l'indifférence. Elle avait appris, depuis l'accident, à ignorer les provocations, mais chaque mot piquait comme une aiguille, réveillant une colère qu'elle s'efforçait de contenir. « Julien, arrête », dit Théo, mais son ton manquait de conviction, comme s'il jouait un rôle dans une pièce bien rodée. « Quoi ? Je suis juste curieux, » répondit Julien, son sourire narquois s'élargissant. « C'est pas tous les jours qu'on a une nouvelle qui attire autant l'attention. » Amélie referma son casier avec un claquement sec et fit face au trio. « Si vous avez des questions, posez-les directement, » dit-elle, sa voix ferme mais mesurée, un équilibre fragile entre défi et prudence. Les 3 garçons parurent surpris par son audace. Julien se reprit rapidement, son sourire s'étirant encore. « D'accord, alors dis-nous, c'est quoi ton histoire ? Accident de voiture ? » Amélie le fixa un instant, pesant ses options. Elle pouvait les ignorer, mais cela ne ferait que les encourager. Elle choisit la vérité, nue et simple. Oui. Il y a 6 mois.
Elle ne leur donna rien de plus, pivotant son fauteuil pour s'éloigner. Derrière elle, elle entendit Cédric murmurer. Elle doit avoir des passe-droits, non? Genre, des profs plus coulants, des places réservées? Julien ricana. Mince, sûrement. Les profs doivent avoir pitié d'elle. Le premier cours de la journée, littérature française, offrait un répit temporaire. Madame Lefebvre, une enseignante aux lunettes rondes et à l'air bienveillant, remarqua immédiatement Amélie. « Bienvenue, Amélie », dit-elle doucement en lui tendant d'un syllabus. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. » Amélie hocha la tête, reconnaissante mais méfiante. Les promesses des adultes, elle l'avait appris, ne tenaient pas toujours. Assise au premier rang, elle écoutait Madame Lefebvre analyser les fleurs du mal de Baudelaire, mais son esprit revenait sans cesse aux paroles de Julien. Pitié. Passe droit. Ces mots résonnaient, alimentant une frustration qu'elle ne pouvait pas encore nommer. À la pause déjeuner, elle rencontra Claire Martinez, une élève transférée de Toulouse, arrivée la même semaine qu'elle. Claire, avec ses cheveux bouclés et son rire communicatif, brisa la solitude d'Amélie. Ce lycée, c'est un zoo, plaisanta Claire en poussant le plateau d'Amélie à la cantine. Entre les sportifs qui se prennent pour des rois et les profs qui font semblant de ne rien voir, il faut un guide pour survivre. T'inquiète, je suis là. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée bruyante de Julien et sa bande, qui passèrent près de leur table. Attention, voie réservée aux fauteuils. Lança Julien, provoquant des rires parmi les élèves voisins. Claire serra les poings, ses joues rougissant de colère. Ces idiots? Marmonna-t-elle. Amélie posa une main sur son bras. Laisse tomber. Ça n'en vaut pas la peine. Mais en son fort intérieur, une étincelle s'allumait. Les souvenirs de son entraînement avec son père, Marc Dubois, revenaient par flash. Les heures passées dans leur garage à Lyon, à perfectionner des prises de judo, à apprendre à bloquer des coups de taekwondo, à comprendre la philosophie du combat. La force, ce n'est pas seulement dans les muscles, lui disait-il souvent, son regard sévère mais empreint de fierté. C'est dans la tête, dans l'attente du bon moment. Amélie n'était pas encore prête à agir, mais elle savait qu'elle ne resterait pas une victime pour toujours. Ce soir-là, dans leur maison modeste à la périphérie de Bordeaux, Amélie s'entraînait dans le garage transformé en salle de rééducation. Sa mère, Sophie, une kinésithérapeute aux gestes précis, supervisait ses exercices. Des barres parallèles, des bandes de résistance et un tapis de sol occupèrent l'espace, un sanctuaire dédié à sa reconstruction. Tu progresses. Observa Sophie alors qu'Amélie soulevait des poids légers pour renforcer son tronc, ses bras tremblant légèrement sous l'effort. Mais ne force pas trop. La guérison prend une patience infinie. Amélie, le front en sueur, répondit entre deux respirations. Je ne force pas. Je me prépare. Sophie fronça les sourcils, percevant une intensité nouvelle dans la voix de sa fille. Quelque chose ne va pas au lycée? Demanda-t-elle, son ton mêlant inquiétude et prudence. Amélie hésita. Ses parents avaient déjà tant sacrifié, un déménagement, des ajustements professionnels, une vie restructurée autour de ses besoins. Elle ne voulait pas ajouter à leur fardeau. Juste des trucs d'adolescent, répondit-elle évasivement. Rien de grave. Alors qu'elle terminait sa séance, un prospectus glissé sous la porte du garage attira son attention. C'était une annonce manuscrite, presque cryptique. Club de judo, pour ceux qui veulent se dépasser. Salle B12, sous-sol du lycée Saint-Éloi, tous les mardis et jeudis après les cours. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait cette salle, un espace oublié où les élèves rangeaient, parfois du matériel sportif. Un club de judo clandestin? Cela semblait improbable dans un lycée comme Saint-Éloi, où tout était si encadré, si visible.
Mais l'idée d'un lieu où elle pourrait retrouver une part de son ancienne force, de son ancienne identité, la captivait. Elle plia le prospectus et le glissa dans sa poche, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Peut-être y avait-il un moyen, après tout, de reprendre le contrôle. Le lendemain, dans les couloirs, Amélie croisa un garçon discret, Lucas Moreau, un élève de terminale aux lunettes épaisses et à l'air effacé. Il la regardait parfois, pas avec la curiosité froide des autres, mais avec une sorte de compréhension silencieuse. Elle se demanda si c'était lui, ce mystérieux Ellieu du prospectus. À la pause, elle le suivit discrètement jusqu'à la bibliothèque, où il s'installa avec un livre sur les arts martiaux. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Lucas hocha la tête, comme s'il savait qu'elle avait trouvé son message. Amélie sentit une bouffée d'espoir. Ce club, quel qu'il soit, pourrait être sa chance de redevenir celle qu'elle était avant, pas seulement une survivante, mais une combattante. Mais la réalité du lycée la rattrapa vite. Lors d'un cours d'histoire, Julien et sa bande s'amusèrent à bloquer la rampe d'accès à la salle, obligeant Amélie à faire un détour humiliant. « Oups, on n'avait pas vu », lança Théo avec une fausse innocence, tandis que Cédric ricanait. Les autres élèves, témoins silencieux, détournèrent le regard, complices par leur inaction. Claire, furieuse, murmura à Amélie, « On devrait les signaler. » Mais Amélie secoua la tête. « Morane, à qui ? Le proviseur adjoint ? Il jouera au golf avec le père de Julien ce week-end. » Claire soupira, mais son regard déterminé promettait qu'elle ne laisserait pas tomber. Ce soir-là, dans le garage, Amélie s'entraîna avec une intensité nouvelle. Marc, rentrant de son travail de vigile, s'arrêta pour l'observer. « Tu as l'air différente, » dit-il, son ton mêlant fierté et inquiétude. « Quelque chose se passe ? » Amélie, suspendue aux barres parallèles, répondit sans lever les yeux. « Je me souviens de qui je suis. » Marc sourit, reconnaissant dans les yeux de sa fille la même détermination qu'il avait vue chez ses camarades soldats, des années plus tôt. « Alors montre-leur. » dit-il simplement. Amélie hocha la tête, son esprit déjà tourné vers le club de judo, vers Lucas, vers la possibilité de transformer sa douleur en force. La tempête approchait, et elle était prête à l'affronter. Le harcèlement s'intensifiait comme une marée montante, subtile mais implacable, dans les couloirs du lycée Saint-Éloi. Julien Marchand, Théo Lemoine et Cédric Garnier avaient perfectionné leur art cruel, transformant chaque journée d'Amélie Dubois en un parcours d'obstacles. Ce n'étaient plus seulement des regards ou des murmures. Leur provocation devenait un physique, calculé pour humilier tout en restant juste en deçà des limites qui pourraient attirer l'attention des adultes. Un après-midi, dans la cour ensoleillée du lycée, alors qu'Amélie se dirigeait vers la bibliothèque, Julien s'amusa à bloquer son chemin avec une nonchalance exagérée. « Oups, désolé », lança-t-il en riant, poussant son fauteuil roulant hors de portée tandis que Théo filmait avec son téléphone, son sourire narquois capturant l'humiliation d'Amélie. « Faut bien tester l'équipement, non ? » ajouta Cédric, encouragé par les rires des autres élèves qui formaient un cercle autour d'eux. Amélie, les joues brûlantes, garda son calme, mais ses mains tremblaient, sur les roues de son fauteuil, une rage contenue bouillonnant sous sa surface posée. Elle savait que riposter maintenant, sans stratégie, ne ferait qu'alimenter leur jeu. Mais dans l'ombre, loin des regards indiscrets, Amélie préparait sa revanche, non pas avec des mots ou des plaintes, mais avec une détermination forgée dans la sueur et la discipline. À l'insu de ses harceleurs, Amélie avait rejoint le club de judo clandestin du lycée, un secret bien gardé dans une salle poussiéreuse du sous-sol, connue seulement de quelques élèves. Dirigé par Lucas Moreau, un terminal discret aux lunettes épaisses et au regard perçant, le club était un refuge pour ceux qui cherchaient à se dépasser. Lucas, qui avait lui-même été victime de harcèlement des années plus tôt, avait créé cet espace pour enseigner non pas la violence, mais la maîtrise de soi. Ici, on apprend à se défendre, pas à attaquer, expliqua-t-il lors de la première séance d'Amélie, son ton calme mais ferme. La salle B12, encombrée de vieux tapis de sol et d'équipements sportifs oubliés, sentait l'humidité et la sueur, mais pour Amélie, c'était un sanctuaire. Bien qu'en fauteuil,
elle adaptait les mouvements avec l'aide de Lucas, travaillant sa force de tronc et sa précision. Elle apprenait à pivoter son torse pour simuler une esquive, à renforcer ses bras pour des prises potentielles. Lucas, impressionné par sa ténacité, devint un mentor inattendu. « Tu as quelque chose en toi, Amélie ?» dit-il un soir, alors qu'elle terminait une série d'exercices épuisants. « Une force que personne ne peut enlever. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnaient en elle, ranimant des souvenirs de son père, Marc, et de leurs entraînements intensifs dans leur ancien garage à Lyon. Claire Martinez, la fidèle amie d'Amélie, était devenue son alliée la plus dévouée. Avec ses boucles brunes et son énergie débordante, Claire refusait de rester passive face aux provocations. Elle avait pris l'habitude de noter chaque incident dans un carnet à spirale, la date, l'heure, les mots exacts de Julien, les gestes de Théo, les rires complices de Cédric. « On va les coincer », promettait-elle à Amélie, son regard brûlant de détermination. Mais Amélie, plus pragmatique, doutait de l'efficacité des plaintes. Lors d'une réunion avec le proviseur adjoint, M. Garnier, un homme au costume impeccablement repassé mais à l'attitude désinvolte, leurs préoccupations furent balayées d'un revers de main. « Des bêtises d'adolescent, dit-il avec un sourire condescendant, ajustant ses lunettes. Vous savez, les jeunes testent les limites. Il ne faut pas dramatiser. » Amélie, assise face à lui, sentit une colère sourde monter en elle, mais elle garda le silence, consciente que Garnier, ami de golf du père de Julien, ne ferait rien. Claire, furieuse, insista. Ils bloquent ses chemins, ils se moquent d'elle. C'est du harcèlement. Garnier haussa les épaules. Sans preuve concrète, c'est votre parole contre la leur. Et franchement, ces garçons viennent de bonnes familles. Soyez prudentes avec vos accusations. Madame Lefebvre, l'enseignante de littérature, était une exception. Avec ses lunettes rondes et son chignon soigné, elle avait un don pour remarquer les dynamiques subtiles entre élèves. Lors d'un cours, elle vit Théo, accidentellement, faire tomber son stylo sur le chemin d'Amélie, l'obligeant à s'arrêter et à contourner l'obstacle. Les ricanements de Julien et Cédric, assis au fond de la classe, ne lui échappèrent pas. Après le cours, elle retint Amélie. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton empreint d'une sincérité rare. Amélie hésita, partagée entre l'envie de se confier et la peur d'aggraver les choses. « Ça va », répondit-elle finalement, son sourire forcé trahissant son malaise. Madame Lefebvre fronça les sourcils mais n'insista pas. Plus tard, elle tenta de rédiger un rapport sur l'incident, mais M. Garnier l'interrompit dans son bureau. « Maria, soyez prudente, dit-il, son ton paternaliste à peine voilé. Ces garçons sont des piliers de l'équipe de rugby. Une plainte pourrait compliquer les choses pour tout le monde. » Madame Lefebvre, indignée, serra les lèvres mais acquiesça, consciente des pressions institutionnelles qui protégeaient en les harceleurs. Un soir, en rentrant du lycée, Amélie trouva une lettre glissée dans son sac à dos. Écrite à l'encre noire, dans une écriture soignée, elle disait « Tu es plus forte qu'eux. Montre-leur. » Elle. Amélie reconnut immédiatement l'écriture de Lucas, le même style que le prospectus du club de judo. Ce message, anonyme mais puissant, agit comme un catalyseur. Elle le relut plusieurs fois, le pliant soigneusement avant de le ranger dans sa poche. Cette nuit-là, dans le garage transformé en salle de rééducation, elle s'entraîna avec une intensité nouvelle. Sa mère, Sophie, supervisait ses exercices, notant ses progrès. « Ton amplitude s'améliore », observa-t-elle alors qu'Amélie effectuait une série d'étirements pour renforcer son tronc. « Mais ne pousse pas trop loin. » Amélie, les dents serrées, répondit. « Osco. Je ne pousse pas trop. Je me bats. » Sophie échangea un regard avec Marc, qui venait de rentrer, son uniforme de vigile encore froissé après une longue journée. « Oh ça. Quelque chose ne va pas. » dit-il, son ton plus une affirmation qu'une question. Amélie, suspendue aux barres parallèles, hésita. Elle ne voulait pas inquiéter ses parents, qui avaient déjà tant sacrifié pour elle.
Juste des gamins idiots, dit-elle finalement. Rien que je ne puisse gérer. Mais la réalité était plus sombre. Les provocations de Julien devenaient plus audacieuses. Un après-midi, alors qu'Amélie et Claire traversèrent la cour pour rejoindre le club de débat, Julien et sa bande bloquèrent en leur chemin. Besoin d'un coup de main ? Railla Julien, saisissant les poignées du fauteuil d'Amélie. Avant que Claire ne puisse intervenir, Amélie attrapa son poignet, le serrant avec une force surprenante. Lâche, dit-elle, sa voix d'un calme glacial. Julien, déstabilisé, obéit, mais son regard, sombre et calculateur, promettait une revanche. Théo ricana, filmant la scène avec son téléphone, tandis que Cédric, mal à l'aise, détourna les yeux. Les autres élèves, témoins silencieux, s'éparpillèrent rapidement, évitant toute implication. Claire, tremblante de colère, murmura. On ne peut pas les laisser continuer comme ça. Amélie hocha la tête, mais son esprit y était ailleurs, déjà tourné vers la prochaine séance du club de judo, où elle pourrait canaliser sa rage en quelque chose de concret. Au club, Lucas l'a poussée à dépasser ses limites. Imagine que tu fais face à un adversaire, lui dit-il un soir, ajustant sa posture alors qu'elle travaillait une prise depuis son fauteuil. Ce n'est pas seulement une question de force, c'est une question de timing. Amélie, le souffle court, acquiesça. Chaque mouvement, chaque respiration, la rapprochait de l'ancienne version d'elle-même, celle qui pouvait faire tomber un adversaire 2 fois plus grand qu'elle. Lucas, sentant sa détermination, partagea un fragment de son passé. « J'étais comme toi », avoua-t-il, ses lunettes reflétant la lumière tamisée de la salle. « Ils m'ont brisé, jusqu'à ce que j'apprenne à riposter. Pas avec les poings, mais avec ma tête. » Ces mots restèrent avec Amélie, renforçant sa résolution. Ce soir-là, dans le garage, elle confia à ses parents son plan. « Je ne vais pas fuir, dit-elle, les yeux fixés sur les barres parallèles. Mais je dois être prête. » Marc, partagé entre fierté et inquiétude, acquiesça. « Alors on va t'entraîner comme jamais, » répondit-il, son ton vibrant d'une foi absolue en sa fille. Sophie, plus prudente, insista pour qu'il documente chaque incident. « Si le système ne te protège pas, on le forcera à écouter. » dit-elle, son stylo déjà posé sur un carnet. Amélie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que la justice ne viendrait pas des adultes ni des règlements. Elle viendrait d'elle-même, de sa force retrouvée, et du moment qu'elle choisissait pour frapper. La confrontation silencieuse avait commencé, et Amélie Dubois était prête à renverser la donne. Le crépuscule enveloppait le parking du lycée Saint-Éloi, une étendue de bitume presque déserte où les dernières lueurs du jour se reflétaient sur les quelques voitures restantes. Amélie Dubois et Claire Martinez, parmi les dernières à quitter le bâtiment après une réunion prolongée du club de débat, avançaient côte à côte, le bruit des roues du fauteuil roulant d'Amélie résonnant doucement dans l'air frais. L'atmosphère semblait paisible, presque trop calme, jusqu'à ce que des silhouettes émergent de l'ombre d'un grand SUV. Julien Marchand, Théo Lemoine et Cédric Garnier se tenaient là, leur posture désinvolte mais calculée, bloquant l'accès direct à la Honda de Claire, garée près de la zone réservée aux personnes handicapées. Amélie sentit son pouce accélérer, mais son visage restait impassible. Elle avait attendu ce moment, l'avait anticipé à travers des semaines d'entraînement, de patience, et de rage soigneusement contenue. Ce soir, dans ce parking isolé, la confrontation qu'elle avait préparée dans l'ombre allait éclater, et elle était prête à montrer à ses harceleurs qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne. « Tiens, lança Julien, sa voix empreinte d'une assurance froide qui donna la chair de poule à Claire. « Regardez qui travaille tard aujourd'hui. » Il s'avança, flanqué de Théo et Cédric, leurs mouvements synchronisés comme une meute de loups encerclant une proie. Claire murmura à Amélie, « Continue, on peut faire un détour. » Mais Amélie secoua la tête, ses yeux sombres fixés sur Julien. « Non, » dit-elle simplement, sa voix ferme. « Je ne me cache plus. » Théo ricana,
s'approchant davantage pour couper leur chemin vers la voiture. On espérait juste une petite discussion, dit-il, son ton faussement amical. Cédric, plus hésitant, se positionna pour bloquer toute retraite vers le bâtiment de l'école, complétant leur piège. Contrairement à leur provocation précédente, il n'y avait plus de prétention d'accident ou de maladresse. C'était délibéré, planifié et isolé. Une discussion à propos de quoi ? Demanda Amélie, son calme contrastant avec l'adrénaline qui commençait à pulser dans ses veines. Julien s'approcha, son sourire narquois s'élargissant. C'est de pure espèce. De limite. De ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. Claire, les mains tremblantes, sortit son téléphone, son doigt planant au-dessus de ses contacts d'urgence. On ne veut pas de problème, dit-elle, sa voix vacillante. Trop tard pour ça, répondit Théo, ses yeux brillants d'une excitation malsaine. Les problèmes ont commencé quand ton père a cru qu'il pouvait nous intimider, ajouta Julien, son regard se posant sur Amélie. Et maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on défie les mauvaises personnes. Julien fit un pas de plus, attrapant les poignées du fauteuil roulant d'Amélie. Voici ce qui va se passer, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. Tu vas sortir de ce truc, et on va s'amuser un peu. Amélie le fixa, son regard d'acier ne vacillant pas. Non, dit-elle, chaque syllabe chargée d'une force inattendue. Julien cligna des yeux, déstabilisé par son refus. Je ne pense pas que tu comprennes la situation. Grogna Théo, se rapprochant. Tu n'as pas le droit de dire non. Sors de ce fauteuil, maintenant. Mais avant qu'Amélie ne puisse répondre, Julien attrapa son bras et tira brutalement, la faisant basculer hors du fauteuil. Son corps heurta le bitume avec un bruit sourd, une douleur aiguë irradiant dans son épaule et sa hanche. Pendant un instant, elle resta immobile, le souffle coupé, tandis que Claire criait « Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire ça. » Julien, triomphant, s'installa dans le fauteuil roulant, riant alors qu'il exécutait des cercles maladroits sur le parking. « Regardez-moi ça !» cria-t-il, imitant des figures comme s'il s'agissait d'un jouet. Pas mal, ce truc. Confortable, même. Théo, son téléphone déjà sorti, filmait la scène, son rire résonnant comme une insulte. « Oh, ça va être épique, » dit-il. La princesse par terre, là où est sa place. Cédric, plus hésitant, attrapa le bras de Claire pour l'empêcher d'intervenir. « Reste en arrière, » lui ordonna-t-il. « Tu apprendras peut-être quelque chose. » Amélie, allongée sur le bitume froid, sentit l'humiliation la submerger, mais sous cette vague, une autre émotion montait, plus puissante. Une rage pure, contrôlée, forgée par des mois de douleur et d'entraînement. Elle posa ses paumes à plat sur le sol, engageant ses muscles abdominaux comme son père le lui avait appris. Lentement, délibérément, elle se redressa en position assise, ignorant la douleur qui pulsait dans son corps. Théo le remarqua le premier, son rire s'éteignant dans sa gorge. « Julien, regarde !» cria-t-il. Julien se tourna, toujours dans le fauteuil, et vit Amélie se relever, ses mouvements prudents mais assurés. Elle se redressa complètement, essuyant la poussière de ses mains, ses yeux sombres fixés sur lui avec une intensité qui le fit arrêter net. Le parking tomba dans un silence oppressant. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Cédric, sa voix tremblante. « Tu faisais semblant ?» accusa Julien, sa voix se brisant sous le choc. « Depuis le début, tu mentais ?» Amélie fit un pas en avant, puis un autre, son équilibre stable malgré la douleur. « Je n'ai rien fait semblant, » dit-elle doucement, sa voix portant une autorité nouvelle. « J'étais en convalescence. Maintenant, range-moi mon fauteuil. » Le visage de Julien se tordit de rage. « Tu ne le mérites pas. » cria-t-il,
sautant du fauteuil et le poussant violemment, l'envoyant rouler à plusieurs mètres. B. On va voir si tu es si forte quand on te remettra par terre. Les trois garçons s'avancèrent, formant un demi-cercle autour d'elle, leur choc initial cédant à une agression calculée. Julien fléchit les mains, Théo fit craquer ses doigts, et Cédric, bien que réticent, se prépara à suivre. « Tu crois que te tenir debout fait de toi une dure ?» railla Julien, mais une pointe d'incertitude perçait dans sa voix. Amélie ne répondit pas immédiatement, sa respiration régule-trie, ses yeux évaluant chaque mouvement. Elle était en infériorité numérique, face à trois adversaires plus grands, mais elle avait l'avantage de l'entraînement, de la discipline, et d'une rage qui brûlait plus fort que leur arrogance. Théo bougea le premier, se jetant sur elle pour saisir son bras. Mais Amélie, anticipant son mouvement, déplaça son poids, et pivota, utilisant son élan contre lui. En un instant, elle le fit trébucher, l'envoyant s'écraser sur le bitume avec un hoquet de douleur. Théo, déséquilibré, resta au sol, se tenant les côtes. « C'est quoi ce ? » commença-t-il, mais Julien le coupa. « La ferme et aide-moi » cria-t-il, avançant à son tour. Amélie adopta une posture défensive, les pieds écartés, le centre de gravité bas, ses mains prêtes à parer. « Veuillez un dernier avertissement » dit-elle, sa voix d'un calme effrayant. « Partez maintenant, et ça s'arrête ici. » Julien rit, mais le son était forcé, dépourvu de sa confiance habituelle. « Partir ? Loin de toi ? Je ne crois pas. » Il fit un signe à Cédric, qui se déplaça pour la flanquer par la gauche, tandis que Théo, se relevant péniblement, se repositionnait à droite. Une tactique classique, encerclée, submergée, intimidée. Claire, figée jusqu'alors, retrouva sa voix. « Arrêtez. J'appelle la police. »« T'y étais » cria-t-elle, son téléphone tremblant dans ses mains. « Vas-y. » répondit Julien sans quitter Amélie des yeux. « Le temps qu'ils arrivent, tout sera fini. » Théo ajouta. « Ce sera notre parole contre la vôtre. » Trois élèves modèles contre une fille et qui simule un handicap. Cédric, hésitant, murmura. « Les gars, je pense qu'on devrait. » Mais Julien le coupa d'un geste sec. « Attrape-la. » Alors que Cédric s'avançait, Amélie sourit. Ce n'était pas un sourire de peur ou de provocation, mais celui de quelqu'un qui avait attendu ce moment, qui s'y était préparé à travers des mois de douleur et de discipline. « Mon père m'a toujours dit, » commença-t-elle, son ton presque conversationnel, « que la plus grande erreur des harceleurs est de croire que leurs victimes resteront des victimes pour toujours. » Julien sentit un frisson le parcourir, mais sa fierté l'empêcha de reculer. « Ton père n'est pas là. » grogna-t-il, tentant de reprendre le contrôle. « Je n'ai pas besoin de lui, » répondit Amélie. « Il m'a déjà appris tout ce que j'ai besoin de savoir. » Théo, furieux d'avoir été humilié, se précipita à nouveau, cette fois avec l'intention de la plaquer au sol. Mais Amélie était prête. Elle s'écarta à la dernière seconde, son mouvement fluide et précis, puis faucha ses jambes d'un coup rapide. Théo s'effondra, le souffle coupé. Cédric, voyant cela, se figea, les yeux écarquillés. Julien, rouge de colère, chargea, visant ses épaules pour la faire tomber. Amélie pivota, utilisant son élan pour le dévier, puis frappa son plexus solaire d'un coup de genou contrôlé. Julien s'effondra, haletant, tandis que Cédric, paniqué, recula. « Arrêtez » cria-t-il, mais Julien, le visage déformé par l'humiliation, se releva. « Ce n'est pas fini » siffla-t-il, essuyant le sang qui coulait de son nez. Ce qui suivit fut moins un combat qu'une démonstration. Les années d'entraînement d'Amélie, combinées à des mois de rééducation ciblée, se traduisirent en une série de mouvements précis et dévastateurs. Julien tenta une nouvelle charge, mais elle attrapa son bras, le fit pivoter et le projeta au sol avec une prise de judo. Théo, se relevant pour aider,
reçut un coup contrôlé à l'épaule qui le renvoya à terre. Cédric, abandonnant toute velléité de combat, leva les mains en signe de reddition. Amélie se tenait au centre du parking, droite, calme, en contrôle total. « Tu enregistrais, n'est-ce pas ?» lança Julien, se tournant brusquement vers Claire, qui tenait toujours son téléphone. « Chaque seconde, répondit-elle, sa voix ferme malgré ses mains tremblantes. À cet instant, une voix retentit à travers le parking. « Que se passe-t-il ici ?» Madame Lefebvre, alertée par les bruits, sortit du bâtiment, son regard balayant la scène. Amélie debout, le fauteuil renversé, 3 garçons dans divers états de délabrement. Julien, tentant de sauver la face, bafouilla, « Juste un malentendu, madame. » Mais madame Lefebvre, avec l'expérience d'une enseignante aguerrie, n'était pas dupe. « Vous venez tous avec moi au bureau, maintenant, » ordonna-t-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. Alors qu'ils retournaient vers le lycée, Amélie marchait à côté de son fauteuil récupéré, ses pas assurés, tandis que Julien, Théo et Cédric traînaient derrière, vaincus. Dans le bureau principal, sous les lumières crues des néons, le proviseur, M. Bisset, un homme grand et sévère, visionna la vidéo de Claire. Son expression s'assombrit à chaque seconde. Quand Julien arracha Amélie de son fauteuil, ses mains se crispèrent. Quand les garçons se moquèrent d'elle, son visage devint rouge de colère. « C'est inacceptable », dit-il enfin, sa voix tranchante. Monsieur Garnier, le proviseur adjoint, tenta de minimiser. « Ce sont de bons jeunes, monsieur. Une erreur d'adolescent. » Mais Bisset le coupa. « Et les plaintes précédentes ? Vous m'avez dit qu'il s'agissait de broutilles. » C'est eux. Amélie, pour la première fois, prit la parole. « Je les ai signalés pour avoir volé mon fauteuil il y a des semaines. Vous avez dit que c'était juste des garçons qui faisaient en les idiots. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Lefebvre ajouta : « J'ai essayé de déposer un rapport. Monsieur Garnier m'en a dissuadé. » Bisset se tourna vers Garnier, son regard glacial. « Vous avez fini de gérer cette situation. Vous avez fini de gérer quoi que ce soit concernant la sécurité des élèves. » Les parents furent convoqués. Marc et Sophie Dubois arrivèrent les premiers, Sophie examinant immédiatement les éraflures sur les mains d'Amélie. « Tu es blessée ? » demanda-t-elle, son ton mêlant inquiétude et colère. « Ça va, maman, » répondit Amélie. « Mieux que ça. » Marc, silencieux, observa la scène, sa fierté pour sa fille est tempérée par la frustration de ne pas avoir pu intervenir plus tôt. Les parents de Julien, Théo et Cédric, arrivés peu après, furent horrifiés par la vidéo. Le père de Julien, un homme imposant en costume, tenta de défendre son fils, mais Bisset l'interrompit. « C'est une agression, monsieur Marchand. Contre une élève que nous avons échoué à protéger. Les conséquences furent rapides et implacables. Julien, Théo et Cédric furent renvoyés définitivement, avec des accusations d'agression qui les suivraient dans toute tentative d'inscription ailleurs. Monsieur Garnier fut licencié sur le champ, sa carrière s'effondrant sous le poids de son inaction. Lucas Moreau, qui avait observé la scène de loin, s'approcha d'Amélie après la réunion. « C'était toi, la lettre anonyme, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « J'ai été à ta place. Je voulais que tu saches que tu n'étais pas seul. » La vidéo de Claire devint virale en quelques heures, attirant l'attention nationale. Justice pour Amélie Poix devint un cri de ralliement sur les réseaux sociaux, suscitant des débats sur le harcèlement et les droits des personnes handicapées. Le lycée Saint-Éloi adopta une nouvelle politique anti-harcèlement, et Madame Lefebvre fut promue proviseure adjointe, son premier acte étant de créer un programme de défense des élèves. Amélie, désormais surnommée Poc la guerrière de Saint-Éloi, reçut des offres de bourse pour des programmes universitaires de judo. Lors d'un dîner familial, elle confia à ses parents : « L'accident m'a brisé,
mais il m'a aussi montré qui je suis vraiment. Assise dans le garage, face au miroir, elle vit une combattante, une survivante, une voie pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la leur. Amélie Dubois n'était plus définie par son fauteuil, mais par son esprit inébranlable, prouvant que la réponse la plus puissante à la cruauté est de refuser de se laisser briser. L'histoire d'Amélie Dubois dans le moment de vérité est une source d'inspiration puissante, empreinte de résilience et de courage face à l'adversité. Ce récit, ancré dans la réalité des lycées français, met en lumière les luttes silencieuses de ceux qui sont marginalisés, qu'il s'agisse de leur handicap, de leur origine ou de leur différence. La persévérance d'Amélie, qui transforme sa douleur en force, résonne profondément dans une société française où l'inclusion et l'égalité sont des valeurs chères mais parfois difficiles à incarner. Sa capacité à surmonter le harcèlement avec dignité et à utiliser ses compétences en arts martiaux pour se défendre illustre une vérité universelle. La véritable force réside dans la maîtrise de soi et la détermination à ne pas se laisser définir par les jugements d'autrui. Ce courage, façonné par son passé et soutenu par sa famille et ses alliés comme Claire et Lucas, reflète l'importance de la solidarité dans les combats personnels. Une leçon clé à tirer est l'importance de la résilience face aux injustices. Dans la vie quotidienne, nous rencontrons tous des obstacles, qu'ils soient sociaux, professionnels ou personnels. Comme Amélie, il est crucial de ne pas céder à la victimisation, mais de chercher des moyens de se renforcer, que ce soit par l'apprentissage, l'entraînement ou le soutien communautaire. En France, où l'esprit républicain valorise l'égalité, cette histoire nous rappelle que chacun a le pouvoir de changer son destin, même lorsque les institutions échouent. Une autre leçon est la nécessité de dénoncer les injustices. Le silence de Madame Lefebvre face aux pressions institutionnelles montre combien il est difficile, mais essentiel, de prendre position. Enfin, l'histoire souligne l'impact des petites actions, une lettre anonyme, un enregistrement vidéo, une main tendue peuvent transformer des vies. Pour appliquer ces leçons, nous pouvons commencer par cultiver notre propre résilience, en apprenant à transformer les épreuves en opportunités de croissance. Soutenir les autres, comme Claire l'a fait, en étant attentif à leur lutte, est un acte de courage quotidien. Enfin, ne sous-estimons jamais le pouvoir de notre voix, signaler une injustice, même au risque de représailles, peut changer la donne. Amélie nous enseigne que la victoire n'est pas seulement dans le combat, mais dans la volonté de se relever. Si cette histoire vous a touché, agissez dès maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour inspirer d'autres personnes, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos propres histoires de résilience. Ensemble, faisons entendre les voix de ceux qui se battent pour la justice et l'égalité.